Éclairer le deuil, un projet réalisé par le laboratoire d'expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique, en collaboration avec le réseau d'éclaireurs et l'organisme Deuil 02. Bienvenue dans cette série de capsules qui vise à enrichir notre compréhension de la mort et du deuil. En compagnie de différents invités, on va discuter des façons concrètes de soutenir dans leur quotidien des personnes confrontées à un deuil. Je m'appelle Anne et je vais être votre animatrice. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de ce qui complique et ce qui facilite le deuil. Pour parler de ce sujet, je suis accompagnée d'Isabelle Van Pevenage. Tout d'abord, bonjour Isabelle, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci Anne, merci pour cette belle invitation. Isabelle, vous êtes chercheure au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale et professeure associée à l'Université de Montréal. Vous travaillez notamment sur la thématique du deuil. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre champ d'expertise et ce qui vous a amené à travailler sur le sujet ? Oui, ce qui m'a amenée à travailler sur le sujet, en fait, ça relève à la fois du familial et du professionnel. Le familial, en fait, c'est parce que j'ai une sœur qui, en Belgique, travaille en soins palliatifs pédiatriques depuis de très nombreuses années et on a toujours eu des discussions autour de ce sujet-là avec elle. Moi, je travaille vraiment de l'autre côté du spectre de la vie en gérontologie sociale. Et quand je suis arrivée, en fait, au centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, donc là où je travaille maintenant, il se trouve qu'il y avait deux domaines d'expertise qui m'intéressaient plus particulièrement. La proche aidance, c'était déjà mon domaine d'expertise, mais ils avaient aussi un domaine d'expertise en soins palliatifs. Et ça, je me suis dit: «Ah bah tiens, c'est une excellente occasion de me rapprocher de ma sœur, et de ses intérêts». Donc là, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux soins palliatifs et comme vous le savez peut-être, en fait, les soins palliatifs, c'est vrai que c'est considéré comme les soins de fin de vie, mais au-delà de la fin de vie, en fait, quand on parle de la définition proposée par, notamment l'OMS, le deuil des personnes proches aidantes fait partie de ces soins palliatifs. Donc, ma sœur s'est intéressée il y a plusieurs années en fait, dans le cadre d'un de ses nombreux diplômes post-doctoraux. Alors, son questionnement se basait en fait sur son expérience clinique et elle s'est rendue compte en fait que quand elle suivait des parents dont l'enfant était décédé, malgré sa grande expérience clinique, il y a des moments où en fait elle s'est trompée sur les parents qui auraient besoin de plus d'aide, par rapport aux parents qui n'en auraient pas eu besoin. Donc je m'explique, parfois elle se disait: «Ah mon Dieu, ces parents-là, je pense qu'ils vont être plus fragiles face au deuil, alors que ces parents-là, je pense que ça va être, plus difficile». Mais en faisant le suivi plusieurs mois, plus tard, elle se rendait compte que dans certains cas, elle s'était complètement trompée. Et donc ça l'a amenée à réfléchir à, comment je pourrais faire pour mieux systématiser, si on veut, le repérage de ces parents qui auraient besoin de plus de soutien. Et donc elle est partie, faire une revue de littérature sur les facteurs qui pourraient compliquer ou non le deuil. Donc elle a fait son travail et elle est ressortie de là avec un outil, en tout cas une ébauche d'outils qui recensait certains facteurs et donc qui permettait quelque part de cibler les parents qui auraient besoin de plus d'aide et ceux qui auraient besoin de moins d'aide ou en tout cas dont l'entourage suffirait pour traverser le deuil. Et donc j'ai repris avec mes collègues cette ébauche d'outils-là et on a réalisé en fait un outil qui s'appelle la cartographie des facteurs qui influencent le deuil, qui se trouve d'ailleurs sur le site internet du centre de recherche et qui est tout à fait disponible. Il y a une formation qui accompagne l'outil qui est disponible aussi tout à fait gratuitement. Donc, Merci pour la belle ressource. On espère que nos auditeurs vont pouvoir l'utiliser aussi, puis on va s'en parler un peu de qu'est-ce qu'elle contient aujourd'hui. Comme vous disiez, vous avez travaillé à la fois sur cet outil, mais aussi sur une revue de la littérature qui recense les facteurs qui influencent le deuil.
Puis avant qu'on explore plus en détail le rôle des proches dans l'accompagnement d'une personne endeuillée, est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu un peu des principales conclusions de votre revue de la littérature? La conclusion, je dirais, la plus importante à retenir de cette revue de la littérature, c'est que si quelques facteurs, parce que il faut comprendre qu'on a recensé 71 facteurs qui peuvent influencer le deuil, Mmh. soit de manière «positive» entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils constitueraient des ressources pour les personnes endeuillées, soit de l'autre côté, ces facteurs pourraient, constituer des entraves lors du deuil. Donc on a recensé 71 facteurs, qui peuvent influencer le deuil. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors pour quelques facteurs, mais pas, nombreux, pour quelques facteurs, effectivement, c'est difficile de penser, par exemple, qu'une, santé mentale fragile puisse constituer une ressource. Alors, donc Mmh. quelques facteurs sont évidemment, des entraves si on les constate. Mais pour la grande majorité d'entre eux, en fait, la littérature n'est absolument pas, concluante sur le fait que ça constitue, en soi, une ressource ou une entrave. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent. Ça concerne, par exemple, le fait d'avoir une profession. Donc le fait d'avoir un travail, ça peut être, pour certaines personnes, une dimension très, très ressourçante pour eux. Le travail peut être quelque chose dans lequel, on s'épanouit. On a des collègues qui sont extrêmement, ouverts à notre réalité. Ils sont, supportants dans notre deuil et cetera. Et continuer à aller au travail peut, dans certains cas, constituer une ressource pour une personne endeuillée. Mais d'un autre côté, pour une autre personne qui connaît une toute autre réalité, avoir un travail, ça peut être extrêmement grugeant, que ce soit en termes d'énergie, parce que les collègues sont pas très compréhensifs, parce que on a un patron qui est moins porté sur le support des personnes endeuillées. Et donc, on a ce travail finalement constitue davantage une entrave au moment de vivre son deuil. Par exemple, là, on le sait, vous avez droit à 5 jours de congé, par exemple, lorsque vous perdez un proche de votre famille, 2 jours payés, 3 jours non payés. Donc effectivement, le travail, si vous devez retourner au travail le lundi suivant la perte de votre proche, ben, ça peut constituer vraiment quelque chose de très, très difficile. Donc ça, c'est un exemple de facteur, donc avoir un travail qui peut à la fois constituer une ressource ou une entrave, dépendamment de la situation. Et la littérature, en fait, scientifique, montre pour tous ces facteurs que c'est pas concluant. On ne peut pas dire que pour toutes les personnes, le travail va être une ressource ou va être une entrave. J'ai beaucoup d'autres exemples que je pourrais vous donner, je vais m'arrêter là, mais donc voilà, c'est la conclusion principale de cette revue de littérature-là. C'est que chaque deuil est différent, chaque situation, chaque personne va vivre son deuil de manière différente. Donc voilà. C'est vraiment intéressant. Puis j'ai une question qui me vient, je suis curieuse, mais vous parlez de facteurs. Puis je suppose que doit y avoir des grandes catégories de facteurs qui rentrent là-dedans. Oui. Ce serait quoi comme type de facteurs auxquels on peut s'attendre? Alors nous, en créant l'outil, on s'est rendu compte, en fait, on a regroupé ces facteurs-là en fonction de ce qu'on a appelé des dimensions de la vie de la personne. Et on a retrouvé 8 dimensions différentes. Alors, il y a une 9e dimension de ce qu'on a appelé les facteurs de deuil compliqués, qui sont des drapeaux rouges à absolument à être attentif, où il faut être attentif à ces facteurs-là. Mais les 8 autres dimensions, ce sont, par exemple, c'est la personne endeuillée, par exemple. Donc, on a, je pense, une quinzaine de facteurs qui sont en lien avec la personne endeuillée. Tantôt, j'ai parlé de santé mentale, il y a la santé physique, etc., son âge, son genre. Donc ça, c'est la personne endeuillée. On a la dimension, de la personne malade.
donc son âge, le type de caractère qu'elle a, etc. On a la dimension qui est liée à la maladie et au contexte finalement de la fin de vie. On a une dimension qui concerne le réseau social. On a une dimension qui concerne la relation entre la personne endeuillée et la personne malade. On a la dimension réseau social et familial. On a la dimension liée à la vie professionnelle et la situation financière. Et on a une grande dimension, en fait, qui est liée au système soignant et à l'expérience de la personne proche dans le système soignant. Parce que c'est une dimension qui est souvent oubliée, en tout cas par peut-être les intervenants qui soutiennent des proches endeuillés, mais aussi parfois par les proches eux-mêmes qui soutiennent une personne endeuillée. C'est qu'il va y avoir dans l'expérience du deuil beaucoup de facteurs qui sont liés à l'expérience de la trajectoire de la maladie. Par exemple, est-ce que l'équipe soignante a été soutenante? Est-ce qu'elle a offert du répit? Est-ce qu'elle a été cohérente? Est-ce que les symptômes ont bien été pris en charge? Est-ce que ça a été long entre le début des symptômes et l'identification de la maladie, etc. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui sont liés à cette dimension. Merci pour votre réponse vraiment complète. Puis vous avez parlé de deuil compliqué. Je me demandais s'il y avait des facteurs qui compliquaient ce deuil. Si vous pouviez nous dire brièvement c'est quoi un deuil compliqué? C'est extrêmement complexe. C'est-à-dire que les auteurs ne s'entendent pas déjà sur la terminologie. Quand on fait nos recherches, on se rend compte que le deuil compliqué, et là on ne me voit pas mais je mets des guillemets, donc le deuil compliqué, il y a plusieurs terminologies qui sont utilisées. On parle du deuil prolongé, on parle du deuil non résolu, on parle du deuil pathologique, etc. Donc il y a énormément de dénominations pour pointer en fait des deuils qui seraient effectivement plus difficiles à vivre. Donc des personnes qui vivraient notamment des deuils qui sont plus intenses, qui peuvent parfois prendre toute la place, mais aussi des deuils qui peuvent être plus longs. Alors là, encore une fois, on ne s'entend pas, est-ce que c'est plus de 6 mois, plus d'1 an, etc. Mais en tout cas, ces deuils plus compliqués, entre guillemets, prennent plus de temps à se résoudre quelque part. Quelle que soit l'appellation qu'on donne à ces deuils, ce que certains auteurs ont mentionné, dont Jacques Cherblanc et Daniel Maltais, qui ont dirigé un ouvrage assez impressionnant sur le sujet. Donc ces auteurs-là mentionnent que ces fameux deuils plus compliqués, ils se distinguent non seulement par l'intensité des émotions qui sont ressenties, donc cette intensité qui peut prendre toute la place dans la vie de la personne. Ils se distinguent également par la durée, donc ils ont tendance à durer plus longtemps dans le temps. Alors dépendamment des auteurs, on va dire 6 mois, 1 an, etc. Donc encore une fois, les définitions ne sont pas du tout coulées dans le béton. Mais donc voilà, il y a une question de durée qui va venir jouer aussi. Et enfin, une question de dysfonctionnement global de la personne. Et donc voilà, ces deuils plus compliqués vont engendrer énormément de problèmes. Des problèmes évidemment au niveau de la santé physique, mais aussi en termes de santé mentale. Donc culpabilité, stress, anxiété, dépression, etc. Donc voilà, ça c'est la question des deuils compliqués. C'est pas mon expertise, mais c'est vrai que certains facteurs vont influencer, ou en tout cas probablement. Alors il n'y a pas de cause à effet, donc il faut être très très attentif à ces facteurs-là. C'est pas des facteurs qui vont engendrer de facto un deuil compliqué. Mais quand on parle par exemple de la mort d'un enfant, de la mort par suicide, d'un cumul des deuils par exemple, eh bien là on devrait en fait lever des drapeaux rouges en fonction de ces facteurs-là. Je comprends que c'est plus une idée d'avoir
une petite idée derrière la tête, quelque Exact. chose qui gling en fonction de certains facteurs, sans dire que nécessairement ça rendra le deuil compliqué, mais que ça peut Voilà. amener plus de complications. La probabilité dans les recherches est plus importante. Oui. Aujourd'hui, on va regarder plus concrètement ce que peuvent faire les proches d'une personne endeuillée pour l'accompagner dans son deuil. Puis tout d'abord, dans votre vue, est-ce que vous avez trouvé que le soutien des proches est important dans ces moments difficiles? Alors oui, très, très important. On vient de parler du deuil compliqué et selon les recherches qu'on consulte, on sait qu'il y a entre 3 et 14% de personnes qui vivraient des deuils compliqués, prolongés, non résolus, etc. D'accord? Entre 3 et 14%. De l'autre côté, en fait, certaines recherches montrent qu'il y aurait entre 60 et 70% des personnes endeuillées qui vivraient leur deuil de façon, et là encore je le mentionne, je mets des guillemets, donc de façon normale. Et c'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là, elles vivraient leur deuil avec le soutien de leur entourage, de leur famille, de leurs amis, avec des ressources en fait qu'elles ont à leur disposition. Et donc, c'est dire à quel point, pour ces 60-70% de personnes endeuillées, le soutien des proches est extrêmement important, parce que c'est comme ça qu'ils vont finalement cheminer dans leur deuil. Alors, j'aime pas dire résoudre leur deuil, parce que le deuil, c'est pas un problème à résoudre, mais elles vont cheminer dans leur deuil avec donc l'entourage, leurs proches. Donc, c'est donc dire si pour 60-70% des personnes, les proches, c'est la ressource principale pour cheminer. Vraiment intéressant. D'après les résultats de votre travail, quelles sont les choses que peuvent réaliser les proches qui peuvent aider ou faire du bien à une personne qui vit un deuil? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que si j'avais une recette toute faite, ça serait publicisé, mais malheureusement, il y en a pas. Alors évidemment, il y a les évidences, hein, être à l'écoute, être accueillant dans ce qui se passe, voilà, être présent à ce qui se passe. Je pense que ça relève de l'évidence. Maintenant, en fait, ce que je vous ai mentionné par rapport aux facteurs qui peuvent soit être des ressources, soit être des entraves dans le vécu du deuil, en fait, la conclusion de tout ça, c'est justement qu'il n'y a pas de recette. Parce que on ne sait, dépendamment de la personne qu'on a devant nous, elle va avoir des besoins, elle va avoir des ressources, elle va avoir un vécu tout à fait différent d'une autre. Donc, elle va avoir des besoins extrêmement différents. Alors, est-ce qu'une personne est plus sociable qu'une autre? Toutes les personnes n'ont pas besoin d'être extrêmement entourées et d'avoir beaucoup de personnes autour d'elles. Il y a des personnes qui ne ressentent pas ce besoin-là. Alors, c'est pas la peine pour ces personnes-là de mobiliser tout l'entourage, etc. Peut-être que c'est plus facile pour elles de gérer ça avec une ou deux personnes. Donc, il y a vraiment pas de recette, je crois. Il faut y aller avec la personne qu'on a devant nous. Il faut y aller à son rythme. Et le rythme, alors la temporalité du deuil, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Parce que tout à l'heure, on a parlé de deuil prolongé, etc. Encore une fois, le rythme du deuil est extrêmement individuel. Concernant justement cette temporalité du deuil, c'est quelque chose de vraiment important et je vais me permettre de faire une citation de Michel Annus, qui est un psychiatre français qui est aujourd'hui malheureusement décédé. Il a énormément travaillé sur le deuil durant sa carrière. Et ce qu'il dit, en fait, à un moment donné, je trouve que c'est très éclairant. Il dit « Ce qui est normal, c'est que le deuil évolue avec le temps, même si ce temps doit être long, ce qui est le cas dans les deuils difficiles. Il est absurde et inhumain de dire, comme on le faisait jadis, que le deuil normal dure 1 an. C'est le deuil social qui durait 1 an. Le cœur, lui, ignore le temps des calendriers et des horloges. Il suit son rythme. Le temps n'est donc pas un critère pour juger de la qualité du deuil. » Et je trouve ça vraiment très, très éclairant.
Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment y aller en fonction de ce que vit la personne, à son rythme, parce qu'on a tous des rythmes différents. Voilà. Mhm. C'est vraiment intéressant de le comprendre de cette manière-là, que des facteurs qui peuvent aider certaines personnes peuvent ne pas en aider d'autres, Tout à fait. et que la priorité, c'est de se référer à la personne et qu'il Exact. n'y a pas de manuel. Non, il n'y a pas de manuel. Puis, pour certaines personnes, la spiritualité va être un atout, alors que dans d'autres situations, cette spiritualité-là, elle peut être culpabilisante. Donc, effectivement, encore une fois, ce facteur-là, il doit être pris en considération dans le contexte, dans ce qui est en train de se passer. Il y a des supports familiaux qui sont plus ou moins positifs. Il y a des familles où on retrouve des dynamiques extrêmement épanouissantes, extrêmement ressourçantes. Puis il y a des familles dans lesquelles ça se passe de manière un peu plus difficile. Et donc la famille ne constitue pas en soi un support pour les personnes endeuillées. Encore une fois, tout est une question de contexte, tout est une question d'individualité du deuil. Si vous aviez un conseil que vous pourriez donner à une personne qui veut soutenir un parent ou un ami endeuillé, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce que vous lui diriez? Être à l'écoute, ne pas forcer, écouter. Alors, peut-être demander régulièrement comment la personne va, parce que parfois on a l'impression que voilà, le temps est passé, ça devrait fonctionner, ça devrait aller de mieux en mieux. Et parfois, c'est pas toujours le cas. Alors, ouvrir la porte à la possibilité de s'exprimer pour cette personne endeuillée-là, ça peut être quelque chose d'aidant. Et c'est vrai qu'on a tendance, dans notre société, à vouloir que les choses aillent vite, à vouloir que la tristesse se règle vite, hein. On n'aime pas les gens tristes. C'est quelque chose de difficile d'accueillir la tristesse. Et donc, effectivement, on aurait envie que ça se passe plus vite, d'aller plus vite quelque part que la musique, alors que parfois, juste ouvrir la porte 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, même 1 an, comment vas-tu par rapport à cette perte? Est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir du chagrin? Est-ce que tout va bien par rapport à ça? Moi, je pense que ça peut être extrêmement aidant. Oui. Merci pour votre réponse. Puis je me permets de vous demander parce que je me demande si, puisque les facteurs sont pas pareils pour tout le monde, qu'on le prend en fonction du contexte, est-ce que les besoins évoluent et qu'on peut se rendre compte qu'un facteur peut être facilitant à un moment du deuil, puis finalement ça ne l'est plus à un autre moment? Tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment cette idée de temporalité, liée effectivement au rythme de chacun, mais effectivement lié aussi à la trajectoire du deuil, comme vous le mentionnez assez bien d'ailleurs. On a à certains moments des besoins qui évoluent dans le temps. Peut-être qu'au départ, on a besoin d'être extrêmement bien entouré, avec beaucoup de personnes qui nous sollicitent, maintenant avec les textos, qui nous textent, qui nous appellent, etc. Et puis, au bout d'un moment, trouver ça un petit peu lourd. Alors là, j'ai un exemple vraiment frappant. J'ai une amie très très proche qui vient de perdre son conjoint, et c'est assez frappant parce que elle est très entourée, donc il y a beaucoup de personnes pas qui la sollicitent, mais en tout cas qui se montrent présents auprès d'elle. Et à un moment donné, elle a trouvé ça extrêmement lourd, parce qu'à chaque fois, il fallait qu'elle répète ce qui s'était passé. À chaque fois, elle revivait ce deuil-là. Et donc, dans les jours qui ont suivi le décès, il y a des moments où elle disait: j'ai envie de décrocher parce que je ne suis plus capable de raconter ce qui s'est passé. Je ne suis plus capable de me replonger tout le temps. J'ai besoin de bulles d'air. Et donc, elle avait besoin, dans ces moments-là, d'être plus entourée de gens qui étaient au courant de ce qui s'était passé, qui étaient déjà là, et qui étaient dans un autre rythme que les amis qui demandaient comment ça va, comment ça s'est passé, etc. Et donc, effectivement, il y a un même facteur qui est ici, le réseau social peut à la fois
être une ressource et une entrave. C'est vraiment, encore une fois, vraiment, tout est question de nuances, de contexte, de compréhension fine de la situation. Le même facteur peut évoluer, mais à un même moment, le même facteur peut être une ressource et une entrave. C'est dire à quel point c'est extrêmement compliqué. Puis si je me place dans le rôle d'un proche, je me dis que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être dans une très grande ouverture des besoins de la personne Exact. et accepter inconditionnellement qu'est-ce qui peut se passer. Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant ce que vous dites, accepter inconditionnellement, même lorsque l'autre vous dit: «J'ai pas la force aujourd'hui d'en parler». Vous avez besoin de parler, mais cette personne-là n'est pas disponible, mais trouvez quelqu'un d'autre parce qu'elle est en train, par exemple, ici on peut parler d'une conjointe versus l'ami du défunt. Ben, je pense que tant l'ami que le conjoint peut entendre, en fait, devrait être capable d'entendre que l'autre a des besoins et donc essayer de s'ajuster en fonction les uns des autres. En règle générale, je pense que ça se passe relativement bien, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des accros. C'est vrai aussi que les temporalités des uns et des autres ne sont pas pareilles. Je peux penser à une expérience qui m'est propre. J'ai perdu, enfin ma mère est décédée il n'y a pas longtemps. On est 3 filles. Et on s'est rendu compte assez vite que toutes les 3, on n'a pas cheminé dans notre deuil de la même manière, enfin au même rythme. Même les premiers jours, on n'avait pas les mêmes besoins, on n'avait pas les mêmes envies. Certaines d'entre nous avaient besoin de régler les papiers assez vite, alors qu'une autre pouvait dire: «Oula, c'est un petit peu trop rapide pour moi». Donc on a à vivre nos choses. Alors, effectivement, ce qui aide le plus dans ces moments-là, c'est l'écoute de l'autre, c'est être capable d'identifier en fait ce qui se passe, parce que parfois on est pris dans l'émotion et on ne se rend pas compte de ce qui se passe, et donc on peut être en colère parce que on trouve que l'autre exagère, va trop vite ou trop lentement, etc. Alors qu'en fait, quand on réfléchit, on se dit: «Bon, OK, on est juste pas au même rythme. Est-ce qu'on peut s'en parler? Est-ce qu'on peut mettre ça sur la table et voir comment on fait pour s'ajuster les uns aux autres?» Et voilà, c'est de l'écoute, c'est de l'accueil, c'est de l'expression de ses sentiments, de ses émotions, et cetera. Donc parfois, ça peut être un peu compliqué parce on peut être submergé. Mais oui, c'est une période douloureuse aussi, Oui. de grande vulnérabilité. Exact. Ça fait du sens aussi que les émotions s'expriment pas nécessairement de la même manière qu'en temps normal. Tout à fait, tout à fait. C'est donc dire, par exemple, dans les familles qu'il peut y avoir des grosses tensions dans ces moments-là, parce que la personne qui est décédée, personne n'avait la même relation avec elle, et donc on vit tous notre deuil en fonction de la relation qu'on avait avec elle. Mais merci pour ce partage, puis merci de remettre en contexte qu'effectivement, les deuils peuvent être très différents, même au sein d'une même fratrie ou d'une même famille. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment intéressant de l'avoir vécu. Bah là, ça fait 6 mois, donc je suis encore très imprégnée de notre vécu et de notre expérience, et ça me frappe vraiment, enfin ça m'a frappé cette histoire de rythme différent. Puis ce qui s'est passé en fait dans ma propre famille, avec mes 2 sœurs, ça m'a beaucoup appris en fait. J'ai vraiment beaucoup cheminé, même au niveau intellectuel, sur ma compréhension du deuil. Et je pense que c'est très riche. Je souhaite pas à tout le monde de vivre ça, c'est pas ça, mais c'est vrai que quand on est dedans, je pense que on peut en profiter pour être nourri de cette expérience-là. Ça peut être perturbant aussi pour soi-même, de ne pas vivre le deuil qu'on pensait vivre. Je m'explique. On peut s'attendre évidemment, quand une personne est malade, puis là je réfère encore à mon expérience, donc ma mère a eu une maladie, donc voilà, et on est en fin de vie, on chemine chacun de notre côté, et on finit par vivre notre deuil. Mais je pense que, en tout cas moi de mon côté, je m'attendais à vivre un deuil
X ou Y, et puis rendu dans mon deuil, rendu à l'expérience elle-même, ben, il s'avère qu'en fait, je le vis pas du tout de cette manière-là. Je ne vis pas le deuil de la manière dont je m'étais anticipé le vivre. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'on peut être surpris nous-mêmes de cette expérience. On pensait qu'on allait vivre un deuil relativement facile, je pourrais dire, ben, une fois qu'on est rendu dans ce deuil-là, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pensait, en tout cas beaucoup plus perturbant, que ça vient faire revivre des émotions auxquelles on ne s'attendait pas. Et de l'autre côté, ben, on peut s'attendre à vivre un deuil en se disant « Oula, ça risque d'être compliqué ». Et puis, arrivé dans l'expérience, on se rend compte que « Ah ben non, ça se passe bien, j'étais plus préparée que je pensais, j'ai vécu alors une fin de vie avec des choses qui m'ont permis de me nourrir avant le décès, qui font que, rendu dans l'expérience, ça se passe plus facilement que je le pensais. Donc on peut être étonné aussi face à ce qu'on vit par rapport à ce qu'on anticipait vivre. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça montre encore une fois que tout est une question de subtilité. On ne peut pas présager qu'une personne va avoir ou ne va pas avoir besoin d'un soutien plus important ou d'un soutien moins important. On peut vraiment tout est une question de douceur, de nuance, de subtilité. Je pense que ce sont les mots à retenir de notre échange. Nuance et subtilité. Vous pouvez consulter la revue de la littérature et l'outil dont on a parlé sur le site du Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc le site, c'est le CREGES, donc CREGES.ca. Je voudrais vous remercier infiniment pour vos précieux partages d'expérience. Je vais vous laisser clôturer l'échange d'aujourd'hui avec ce que vous souhaitez que les gens qui nous écouteront retiennent. Je pense que ce que j'aimerais peut-être qu'on retienne, c'est que chaque deuil est unique, chaque situation est particulière et donc effectivement qu'il y a autant de deuils que de personnes. Alors nous intellectuellement, qu'on soit sociologue, anthropologue, psychologue, etc., on fait des modèles pour essayer de mieux les comprendre, ces deuils-là. Mais ces modèles, ça reste des modèles. Et je pense qu'il faut bien comprendre que dans la réalité, il faut juste s'adapter à la personne. Il faut, tout à l'heure, vous l'aviez dit, souligner la nuance et la subtilité qu'il faudrait avoir face aux personnes endeuillées, respecter ses rythmes, ses besoins, et donc garder la porte ouverte. Je vous remercie aussi beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est vraiment une initiative importante pour le grand public. Il y a plusieurs études qui le montrent, d'ailleurs, que le grand public est en demande de ces lieux où on facilite le langage lié au deuil, où on accueille le deuil, où on valide les expériences des endeuillés. Moi, je pense que vraiment c'est une initiative hyper importante et je vous remercie de l'invitation. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Moi, dans la réalité, je fais mes études en psycho. Je vais devenir psychologue dans pas très longtemps. Et c'est très, très riche pour moi de vous entendre, d'avoir entendu tous ces invités. Je pense que j'ai gagné beaucoup pour ma pratique personnelle et accompagner les gens endeuillés plus tard. Pour continuer à explorer la thématique de la mort et du deuil, vous pouvez découvrir nos autres épisodes disponibles sur le site du laboratoire d'expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous désirez obtenir du soutien ou connaître les ressources d'aide disponibles près de chez vous, vous pouvez appeler Info Sociale au 811 ou visiter le site québec.ca/santé mentale.